À 20h17, le soir du réveillon de la Saint-Sylvestre, je me tenais dans la salle à manger de mon père à Lyon avec une assiette froide de rôti de bœuf, un verre à moitié vide de champagne de supermarché, et ma sœur qui agissait comme si mon salaire lui appartenait. Je m'appelle Camille Martin. J'ai 34 ans, je suis ingénieure de production, et pendant la majeure partie de ma vie d'adulte, j'ai été la personne que cette famille appelait quand quelque chose tombait en panne. Une batterie de voiture, un chauffe-eau, un retard de loyer, des frais de cantine, une petite urgence qui, d'une manière ou d'une autre, me coûtait toujours des sommes à 4 chiffres. Ce soir-là, la table était bondée. Mon père en bout de table, ma sœur Sophie à côté de lui, son mari Thomas qui mâchait son repas comme si rien de tout cela ne le concernait. Ces deux enfants se lançaient des morceaux de pain à la figure pendant que tout le monde disait qu'ils débordaient juste d'énergie. Mon statut d'enfant adopté n'était pas mentionné à voix haute. Pas au début, mais dans ma famille, c'était de toute façon toujours omniprésent dans la pièce. J'étais l'enfant qu'ils avaient recueilli. Sophie était la vraie, celle du même sang, celle autour de qui tout le monde s'adaptait. J'avais apporté le dessert, 2 bouteilles de vin et l'enveloppe avec le virement de janvier pour le crédit immobilier de mon père, car il m'avait envoyé un SMS le matin même. Papa, j'ai encore besoin de ton aide pour combler le trou. Juste jusqu'à ce que les primes tombent. Les primes, au pluriel. Ça faisait 2 ans qu'il disait ça. Je payais déjà une partie de leur facture d'électricité chaque mois. J'avais couvert le reste à charge des médicaments de papa plus d'une fois. J'avais payé le centre de loisirs du fils aîné de Sophie en octobre quand elle avait pris du retard. En novembre, j'avais réglé une facture de plombier de 2286 € parce que la maison familiale compte pour nous tous. En décembre, j'avais envoyé 900 € pour le crédit immobilier parce que papa disait que les avis de saisie devenaient dramatiques. Je connaissais les chiffres par cœur parce que mon cerveau fonctionne comme ça quand je suis stressée. Il compte. Aide au crédit en décembre, 900 €. Plombier, 1286 €. Licence de foot pour mon neveu, 340 €. Course que Sophie avait oublié de budgétiser, 212,48 €. Commande Amazon pour les produits de base de la maison, livrés chez papa, 187,13 €. Je le savais parce que j'avais tous les reçus dans un seul dossier sur mon téléphone intitulé « Famille ». Les enfants étaient bruyants. Le petit dernier de Sophie avait du ketchup sur le front et personne ne le remarquait. Thomas en était à sa 2e bière et à sa 5e opinion non sollicitée. Papa était dans l'une de ses humeurs sentimentales, ce qui signifiait généralement des ennuis. Puis Sophie a posé sa fourchette et m'a souri. Ce sourire m'a glacé les mains. Sophie, on devrait juste dire les choses clairement pour la nouvelle année. Personne n'a rien dit. Sophie, ton soutien financier couvre désormais mes enfants et mon foyer. C'est aussi simple que ça. Pendant une seconde, j'ai cru avoir mal entendu. Pas parce que les mots n'étaient pas clairs, mais parce qu'ils étaient si brutaux qu'ils semblaient irréels. J'ai d'abord regardé Thomas. Il a hoché la tête une fois, comme si elle venait de résumer une réunion de travail. Puis j'ai regardé papa. Il n'a même pas hésité. Il a levé son verre, pris une gorgée et a dit « Si tu n'es pas d'accord, la porte est juste là ». J'ai eu la bouche sèche. Mon cerveau a commencé à compter des choses stupides. 4 adultes à table. 2 enfants sur des rehausseurs. Une horloge murale dont le tic-tac était trop fort. Un virement pour le crédit immobilier programmé pour quitter mon compte à minuit. Sophie s'est adossée à sa chaise. Sophie, tu n'as pas d'enfant. Tu n'as pas de mari. Tu as un salaire d'ingénieur. Ça nous aide tous. Nous tous. Cette phrase avait construit la moitié des pièges de ma vie. J'ai balayé la table du regard. Thomas refusait toujours de croiser mes yeux. Papa avait cette expression qu'il utilisait quand il s'apprêtait à qualifier la cruauté de pragmatisme. Ma belle-mère, Sylvie, continuait à couper sa viande comme si elle n'assistait pas à l'effondrement de la décence la plus élémentaire. La fille de Sophie, Chloé, m'a jeté un coup d'œil puis a baissé les yeux vers son assiette. Même les enfants savent quand les adultes franchissent la ligne rouge. J'ai posé ma serviette. Moi, parfait.
Sophie a cligné des yeux. Moi, je m'en vais. Et tu peux commencer à payer ton propre crédit immobilier. C'est aussi simple que ça. Personne n'a bougé. Papa a carrément ri une fois. Un rire court et laid. Papa, ne sois pas dramatique. Je me suis levée, avec un calme qui m'a fait peur à moi-même. Moi, je ne suis pas dramatique. J'annule le virement. Tout le visage de Sophie a changé. Sophie, tu n'oserais pas. J'ai sorti mon téléphone, ouvert mon application bancaire et annulé le paiement programmé sous leurs yeux. Virement du crédit de janvier annulé à 20h21. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas fait de grands discours. J'ai pris mon manteau, mes clés et la tarte au citron que j'avais apportée. Puis j'ai dit, vous venez juste de confondre le fait d'avoir accès à moi avec le fait de me posséder. Et je suis sortie. Je n'ai pas hurlé. Je suis montée dans ma voiture, je m'y suis assise les deux mains sur le volant, et j'ai ouvert le dossier dont ils ignoraient l'existence, parce qu'il y avait autre chose qu'ils allaient découvrir plus tard, et ça allait leur coûter bien plus cher qu'une seule mensualité de crédit. J'ai été adoptée quand j'avais 3 ans. Cette phrase résonne différemment selon la personne qui l'entend. Les gens gentils disent, c'est magnifique. Les curieux demandent, tu connais tes vrais parents? Ma famille l'utilisait différemment. Pas directement. Jamais d'une manière que l'on pourrait citer sans avoir l'air d'être trop susceptible. C'était plutôt comme une zone de haute pression à l'intérieur de laquelle on vit. Sophie était ta sœur. J'étais la bénédiction que nous avons choisie. Papa disait souvent ça quand il y avait du monde. Papa, Camille a été choisie. Ça paraissait mignon jusqu'à ce qu'on grandisse et qu'on réalise que choisi peut très vite se transformer en redevable. J'ai appris très tôt que la gratitude était la monnaie d'échange familiale qu'on attendait de moi. Sophie avait droit à l'indulgence. Moi, j'avais droit aux attentes. Elle oubliait une facture, elle était débordée. J'hésitais, j'étais égoïste. Elle avait besoin d'aide, la famille se serre les coudes. J'avais besoin d'espace, ne sois pas froide. Je travaille dans une usine de conditionnement alimentaire en périphérie de Lyon. Ingénieur de production, ça signifie de longues heures, des appels de maintenance, des problèmes de roulement au pire moment, et un salaire très correct si on baisse la tête et qu'on résout les problèmes rapidement. J'ai acheté un petit appartement à 29 ans. Rien d'extravagant, un T3, un minuscule balcon, une vue sur un parking et 3 arbres têtus. C'était à moi. Ça comptait plus pour papa que je ne l'avais compris au début. La première fois que le schéma est devenu évident, c'était il y a 5 ans, juste après que Thomas ait perdu un poste de commercial à cause de ce que Sophie appelait la politique de l'entreprise. Papa m'a appelé un jeudi. Papa, ta sœur a juste besoin de 6 semaines. Les 6 semaines se sont transformées en 8 mois. Leur trou dans le loyer est devenu un paiement de 600 € par-ci, 800 € par-là, puis une facture de crèche parce que Thomas était entre 2 opportunités. Sophie a pleuré une fois dans ma cuisine en disant, « Tu sais comment est papa. Si j'échoue, il ne me le pardonnera jamais. » J'ai dit oui parce que j'essayais encore de gagner une tranquillité qui, en réalité, n'a jamais été à vendre. La deuxième fois, c'est quand papa m'a demandé de me porter garante pour le refinancement du nouveau SUV de Thomas. J'ai dit non. Pas fort, pas méchamment, juste non. Papa a gardé le silence pendant 3 jours, puis m'a qualifié de décevante le 4e. Sophie m'a envoyé un message, « Tu sais bien que tu es dans une meilleure situation financière que nous. » Cette phrase est devenue l'un des slogans de la famille. La 3e fois, c'était au printemps dernier, quand Sylvie m'a accidentellement envoyé une capture d'écran destinée à Sophie. Ça venait d'une discussion de groupe où je n'étais pas. Papa avait écrit, « Camille peut le couvrir. Elle déteste les conflits encore plus qu'elle déteste payer. » Sophie avait répondu avec un emoji mort de rire, « Exactement, présente-lui ça comme aider la maison, point. » Aider la maison. C'était le langage familial. Pas une dette, un soutien. Pas une pression, une aide. Pas un droit acquis, du pragmatisme. Pas de la manipulation, juste faire en sorte que les choses se passent en douceur.
En douceur, c'en était un autre. Papa adorait que tout se passe en douceur. Papa, ne rends pas ça compliqué. Sophie, on essaie juste de faire en sorte que les choses se passent en douceur. Sylvie, il n'y a pas besoin de faire une scène. Faire une scène, dans ma famille, signifiait nommer ce qui était en train de se passer pendant qu'ils étaient encore en train de le faire. J'ai ravalé beaucoup de choses parce que je pensais que c'était temporaire. Ça ne l'était pas. Il y avait aussi des choses plus petites. Mon dîner d'anniversaire décalé parce que les enfants de Sophie avaient un tournoi. Papa qui oubliait ma promotion, mais se souvenait des gains de Thomas au paris sportif. Sylvie m'a un jour présenté à un voisin comme « notre fille adoptive, Camille l'ingénieur ». Comme si le titre de mon poste était la seule raison pour laquelle je valais la peine d'être mentionnée. Et à chaque fois qu'il était question d'argent, tous les chemins ramenaient à moi. Je payais parce que je le pouvais. Puis j'ai payé parce que je l'avais déjà fait. Puis j'ai payé parce qu'arrêter aurait semblé cruel. Un an avant ce fameux dîner du Nouvel An, papa m'a appelé pour un problème de paperasse avec la maison. Je suis passée après le travail. Il avait étalé des enveloppes sur la table et arborait ce visage blessé mais pragmatique qu'il utilisait quand il voulait de l'argent sans prononcer le mot argent. Il avait besoin d'aide pour des arriérés, temporairement, bien sûr. Je me souviens avoir demandé « Où est Sophie là-dedans ?» Il a répondu sans aucune honte. « Papa, elle a des bouches à nourrir. » Comme si ce n'était pas mon cas. Non, je n'avais pas d'enfant, mais j'avais un crédit, des cotisations retraite, mes propres courses, ma propre vie, mon propre droit à ne pas devenir le distributeur automatique de la famille juste parce que j'avais une situation stable. Le problème quand on est la personne calme, c'est que les gens commencent à traiter votre maîtrise de soi comme une ressource naturelle, illimitée, renouvelable, à disposition. Dès le mois de décembre, j'avais commencé à tout documenter discrètement. Capture d'écran de SMS, confirmation de virements instantanés, photos des enveloppes que papa laissait sur la table quand il voulait que je remarque les derniers avis avant poursuite, des notes avec des dates, des notes avec des montants. Pas parce que j'avais déjà un plan machiavélique, mais parce que quelque chose en moi était enfin devenu assez épuisé pour devenir méticuleux. Je pensais que le pire des scénarios serait que je leur coupe les vivres et qu'ils me traitent d'égoïste pendant un certain temps. Je n'avais aucune idée qu'il y avait toute une deuxième couche en dessous. Et cette couche portait mon nom. Le matin suivant le dîner du Nouvel An, je me suis réveillée avec 14 messages. Papa, appelle-moi. Sophie, tu m'as humiliée devant mes enfants. Sylvie, ça peut encore s'arranger si tu te calmes. Thomas, tu as réagi de façon disproportionnée. Papa à nouveau, le crédit doit être payé le 3. Ne sois pas puéril. J'ai fait du café, je me suis assise à l'îlot de ma cuisine et j'ai répondu à un seul d'entre eux. Moi à papa, je ne paierai plus aucune dépense pour ta maison ou le foyer de Sophie. Ne me le redemande plus. Il a répondu en moins d'une minute. Papa, après tout ce que nous avons fait pour toi. Voilà, c'était là. La dette de l'adoption déballée au grand jour. Je n'ai pas répondu. La première vague a été la culpabilité. Des appels que j'ai ignorés. Des messages vocaux parlant de la famille. Sylvie qui laissait des messages de cette voix douce qui signifiait toujours un danger. Sylvie, Camille, personne ne dit que tu dois quoi que ce soit à qui que ce soit pour toujours. Mais ton père est de la vieille école. Il voit la famille comme un collectif. Un collectif qui semblait toujours encaissé dans une seule direction. Sophie a essayé une approche différente. Sophie, je ne le pensais pas comme ça. Je parlais de soutien en général. Je lui ai renvoyé la citation exacte qu'elle m'avait envoyée par SMS après le dîner, parce qu'apparemment elle s'était répétée plus tard pour bien insister. Ton soutien couvre désormais mes enfants et mon foyer. Vous voyez cette fameuse scène ? Aucune réponse de sa part. Puis Thomas a appelé d'un numéro que je ne connaissais pas. J'ai décroché par accident en marchant vers l'usine. Thomas, tu as pris ça dans des proportions démesurées. Moi, ah oui. Thomas, personne n'a dit que tu étais obligé. Je me suis arrêtée de marcher. Moi, ta femme a littéralement dit que je couvrais les frais de votre foyer.
Silence. Puis il a pris sa voix raisonnable. Thomas, allez, Camille. Tu sais comment on parle en famille. Oui, je le savais. C'était bien ça le problème. La deuxième vague a commencé une semaine plus tard et est devenue purement pratique. J'ai reçu un email de ma banque me demandant de confirmer une demande de prêt hypothécaire que je n'avais jamais soumise, pour l'adresse de mon père. J'ai appelé immédiatement le service des fraudes d'abord, puis mon conseiller. La demande avait été commencée en ligne en utilisant mes informations personnelles. Nom, date de naissance, tranche de revenus, numéro de sécurité sociale partielle, détails sur mon emploi, des informations assez proches de la réalité pour être crédibles. Pas complète. Pas aboutie, mais assez proche pour me nouer l'estomac. Le conseiller m'a dit que la demande avait été abandonnée parce qu'ils avaient demandé des documents supplémentaires et ne les avaient pas reçus. Demandé où? À l'adresse email de papa. J'ai demandé chaque horodatage qu'il pouvait légalement me fournir. 8 janvier, 14h14, demande soumise. 14h17, document demandé. 14h21, aucun téléchargement. Mes mains sont redevenues glacées. J'ai appelé papa. Moi, est-ce que tu as utilisé mes informations pour une demande de prêt? Il a d'abord ri. C'était son tic révélateur. Papa, ne m'accuse pas de crime juste parce que tu es de mauvaise humeur. Moi, réponds à la question. Papa, je regardais juste quelles options existaient. Je me suis littéralement assise. Moi, avec mes informations. Papa, c'est un bien familial de toute façon. Au final, cette phrase a changé quelque chose de permanent en moi. Pas parce que c'était surprenant, mais parce que c'était tellement clair. J'ai posé une dernière question. Moi, qui t'a donné les détails de mon emploi? Il n'a pas répondu. Puis il a dit, si tu avais aidé comme tu étais censé le faire, rien de tout cela ne serait nécessaire. J'ai raccroché. C'est à ce moment-là que j'ai arrêté de me disputer et que j'ai commencé à documenter les choses sérieusement. J'ai demandé mes rapports de solvabilité, gelé tous mes comptes, déposé une main courante à la police, puis un signalement officiel pour fraude après que ma banque me l'a conseillé. J'ai imprimé l'historique de mes virements sur les 18 derniers mois. J'ai exporté les SMS. J'ai fait une capture d'écran de l'ancienne image du groupe de discussion que Sylvie avait envoyé par erreur. J'ai fait une chronologie, et comme je suis ingénieur et que la colère me rend très organisée, je l'ai faite de manière impeccable. Des onglets de dossier, aide crédit immobilier, message soutien foyer Sophie, demande de prêt non autorisé, acte de propriété. Les actes de propriété ont été la partie qui m'a donné le choc supplémentaire. J'étais en ligne en train de consulter le cadastre et le service de la publicité foncière pour l'adresse de papa parce que le conseiller bancaire m'avait demandé si j'avais un lien formel avec la propriété. Je ne m'attendais à rien. Au lieu de cela, j'ai trouvé un document enregistré 2 ans plus tôt. Un projet de modification d'acte de propriété avait été déposé et remplacé par la suite. Mon nom apparaissait sur la liste du premier dossier. Celui de Sophie sur le dossier mis à jour. Le mien avait disparu. Ce n'était pas ça le pire. Le pire, c'était l'autre document joint à un avis de rectification départementale, un accord privé de remboursement familial. Je ne l'avais jamais vu. Je ne l'avais jamais signé. Mais à l'intérieur du résumé d'indexation, il y avait un jargon affirmant que certaines contributions financières continues de m'apparaissaient des obligations volontaires liées à l'occupation du domicile. L'occupation du domicile. Je n'y habitais pas. Je n'y habitais plus depuis mes 26 ans. Ils avaient fait passer mes paiements comme si je couvrais une sorte de responsabilité implicite liée à la maison. Pas des cadeaux, pas des prêts, pas des aides d'urgence, des obligations. J'ai conduit directement au service des hypothèques pendant ma pause déjeuner et j'ai payé pour avoir des copies. Il n'y avait pas de fausse signature de ma part sur l'accord de remboursement, ce qui était presque pire. Papa avait signé sa propre trace écrite interne comme si c'était suffisant pour réécrire la réalité plus tard. Je me suis assise dans ma voiture et je l'ai lu page par page. Il avait construit une histoire selon laquelle je contribuais parce que j'avais accepté de le faire,
que j'aidais parce que j'en tirais bénéfice, que la maison était un arrangement familial partagé. Que l'occupation par Sophie et les besoins de ses enfants étaient anticipés dans le cadre de discussions préalables. Mon œil, oui, des discussions préalables. Puis j'ai trouvé la phrase qui m'a fait éclater de rire une fois, toute seule dans un parking. La fille adoptive Camille Martin reconnaît son engagement moral envers la continuité du foyer. Engagement moral. Aucune date de ma part, pas d'initiale, pas de signature, juste papa écrivant de la fiction dans un français aux allures juridiques. C'était ça, l'autre chose. Ils pensaient avoir un moyen de pression émotionnelle. Ce qu'ils avaient en réalité, c'était une trace écrite. Et les traces écrites fonctionnent dans les deux sens. J'ai engagé une avocate le 14 janvier. Pas un avocat théâtral qu'on voit à la télé, une avocate civile discrète de Lyon nommée Inès Ruiz, qui portait des tailleurs bleu marine et lisait vite. Elle a feuilleté mon dossier en moins de 20 minutes et n'a posé que des questions pratiques. Inès, avez-vous déjà vécu dans la propriété pendant la période où ces paiements ont été effectués? Moi, non. Inès, avez-vous autorisé une quelconque enquête de solvabilité, demande de prêt ou utilisation de vos informations d'identification? Moi, non. Inès, avez-vous déjà signé quoi que ce soit reconnaissant une obligation de soutenir ce foyer? Moi, non. Elle a hoché la tête une fois. Inès, bien. Ensuite, nous avons arrêté de les laisser raconter l'histoire. Son cabinet a envoyé 3 choses en l'espace d'une semaine. Une mise en demeure officielle. Une demande de conservation des preuves. Un avis contestant toute affirmation selon laquelle mes paiements passés étaient des obligations ou des contributions liées à une occupation des lieux. Puis Inès m'a dit de faire une chose sous contrôle moi-même. Une seule phrase, écrite et attestée. Alors je l'ai envoyée dans le groupe de discussion familiale à 9h03 un lundi matin. Avec effet immédiat. N'utilisez pas mon nom, mes revenus, ma solvabilité ou mon soutien financier antérieur en lien avec votre crédit immobilier, votre foyer ou toute demande de fonds. Papa a appelé en moins de 10 secondes. J'ai refusé l'appel. Sophie a appelé ensuite. Puis Sylvie. Puis Thomas. Je n'ai répondu à aucun d'entre eux. Papa a débarqué à mon appartement ce soir-là. Il tambourinait à la porte, sans crier au début, juste des coups forts et furieux, avec cette voix à travers le bois, « Papa, ouvre cette porte. » On n'envoie pas des avocats contre sa propre famille. J'avais déjà installé une caméra après la demande de prêt. Je me tenais à l'intérieur, téléphone à la main, et j'ai dit à travers la porte, « Pars. » Il a tambouriné à nouveau. « Papa, petite ingrate, tu. » Puis il s'est arrêté parce qu'il a vu la voiture de patrouille tourner au coin de la rue. J'avais appelé le numéro non urgent de la police quand il avait refusé de partir la première fois que je le lui avais dit. Le policier nous a parlé à tous les deux séparément. Calme, professionnel. Papa a fait ce que les hommes comme lui font quand l'autorité entre dans la pièce. Il a adouci sa voix et a essayé d'avoir l'air blessé. J'ai entendu le policier poser la seule question qui comptait. Policier, a-t-elle autorisé l'utilisation de ces informations? Papa a commencé à donner du contexte. Le policier a répété. Policier, oui ou non? Papa a dit, pas exactement. C'était la phrase dévastatrice. Pas parce qu'elle était éloquente, mais parce qu'elle était suffisamment vraie. Pas exactement. Le policier l'a regardé pendant une longue seconde, puis a expliqué les termes de l'avertissement pour intrusion avec des mots si clairs que même papa ne pouvait plus prétendre qu'il s'agissait d'un malentendu familial. Il est parti, pâle et furieux. Sophie a tenté une dernière tactique 2 jours plus tard. Elle m'a envoyé une photo de ses enfants avec un message en dessous. J'espère que ça valait la peine de leur faire du mal. Je l'ai transféré à Inès sans aucun commentaire. L'étape irréversible est arrivée juste après ça. J'ai modifié absolument tous les derniers points d'accès partagés restants, les contacts d'urgence, les anciennes adresses e-mail de récupération de compte, les bénéficiaires de mes assurances, mon dossier RH, les codes de sécurité de mes cartes bancaires, le code d'entrée de mon immeuble, tout.
et parce qu'Inès a cherché là où je n'aurais même pas pensé regarder, nous avons obtenu suffisamment de documents via une assignation dans le cadre de la plainte bancaire pour confirmer que papa avait fait la demande de prêt depuis son adresse IP personnelle et avait utilisé des informations sur mes revenus tirés d'un PDF que j'avais un jour envoyé à Sylvie par email quand elle m'aidait à comparer des options d'assurance. Ce document contenait mon salaire, ce qui signifiait qu'il ne s'agissait pas d'une confusion. C'était une utilisation intentionnelle. À la seconde où ils ont découvert ça, le ton a changé. Fini les leçons de morale sur la famille. Maintenant c'était, papa, on peut régler ça en privé. Sylvie, nous ne voulons sûrement pas causer des dommages permanents. Sophie, tu vas beaucoup trop loin. Trop loin, c'est ce que disent les gens quand les conséquences arrivent enfin à leur propre porte. Ce qui est drôle, c'est que la paix, c'est ennuyeux. C'est comme ça qu'on sait qu'elle est réelle. En mars, ma vie était devenue plus petite et bien meilleure. J'allais au travail. Je rentrais chez moi. Je cuisinais pour moi-même sans vérifier mon téléphone à la recherche d'urgence qui appartenait à d'autres adultes. Je mettais de l'argent sur mon propre compte épargne et je le regardais y rester. J'ai acheté un nouveau canapé, pas pour le symbolisme, mais parce que l'ancien me faisait mal au dos. Et pour la première fois depuis des années, je ne couvrais pas le chaos de quelqu'un d'autre avant mon propre confort. Ma meilleure amie Léa est venue avec des plats thaïlandais à emporter et s'est assise en tailleur sur ce canapé pendant que je lui racontais les dernières nouvelles de l'avocate. Léa, attends, que je comprenne bien. Ils t'ont traité comme un portefeuille avec des sentiments, puis ont été choqués quand le portefeuille a engagé une avocate? J'ai ri si fort que j'ai failli m'étouffer avec mon poulet au basilic. Au travail, j'ai été promu ingénieur de production senior en avril. J'ai failli rater l'email parce que j'étais tellement habituée à ce que les crises des autres étouffent mes propres réussites. J'ai fêté ça avec un plat à emporter et du silence. Un bon silence. Un silence qui avait le goût du luxe. Papa et Sophie ont tous les deux tenté une dernière approche. Papa a envoyé une carte d'anniversaire sans aucune excuse, juste un chèque de 200 € et un mot disant pour tout ce qui a pris des proportions démesurées. Je l'ai renvoyé par l'intermédiaire de mon avocate. Sophie a envoyé des photos des enfants avec une légende disant que la famille ne devrait pas rester divisée à cause de malentendus. Un malentendu, oui, comme si elle n'avait pas annoncé que mon salaire faisait partie de l'infrastructure de son foyer au-dessus d'un plat de pommes de terre rôties et de cidre pétillant. J'ai répondu une seule fois, je ne suis pas disponible pour un accès financier déguisé en relation familiale. Puis je l'ai bloqué à nouveau. Quant à l'aspect juridique, il ne s'est rien passé de digne d'un film. Pas de grand discours au tribunal, pas d'effondrement dramatique, juste de la paperasse, des aveux et le genre d'accord laid et discret que les familles concluent quand elles réalisent que la personne calme tenait des registres. Papa a dû retirer officiellement toute revendication concernant son droit à compter sur mon soutien financier, par écrit, signé par l'intermédiaire d'un avocat. Ça comptait plus pour moi que l'argent. Je n'avais pas besoin de vengeance. J'avais besoin que la vérité soit clouée sur papier, là où il ne pourrait pas la tordre pour lui donner une forme plus douce plus tard. Je n'avais jamais été obligée. Je n'avais jamais été responsable du foyer de Sophie. Je n'avais jamais été le plan B de leur crédit immobilier juste parce qu'ils l'avaient décrété pendant un dîner. Et le fait d'être adopté ne faisait pas de moi une ligne de crédit ouverte en échange de mon appartenance à la famille. C'était ça la vraie chose qu'ils ont découverte plus tard, pas seulement que j'étais partie, mais que j'avais des preuves. Et les preuves sont très dérangeantes pour les gens qui survivent en réécrivant l'histoire. Maintenant, quand les gens me demandent si je parle à ma famille, je dis la vérité. Pas vraiment. Je parle à mon avocate si j'en ai besoin. Je me parle à moi-même avec beaucoup plus de bienveillance qu'avant. Et je prends la parole beaucoup plus vite à la seconde où quelqu'un commence à confondre l'amour avec un droit acquis. Parce que c'est ça la morale de l'histoire, s'il y en a une. Les personnes qui profitent le plus de votre silence qualifieront toujours vos limites de cruauté. Fixez-les quand même. Avoir accès à moi n'est pas une famille.